Bonjour à tous. Pour cette vidéo, on va traiter l'ancien examen que je vous ai envoyé par mail. L'exercice 1, il s'agit de faire du SQL, PLSQL, les index, les catalogues aussi dans la question 6. Deuxième exercice, c'est les transactions, les accès concurrents. Donc, il s'agit de vérifier la sérialisabilité, d'appliquer le V2P et l'estampillage. Enfin, l'exercice 3, on ne va pas le traiter, il s'agit d'une sorte de QCM. C'est un exercice supplémentaire à comptabiliser comme étant un contrôle continu. Voilà. Alors, donc voilà le fichier que je vous ai envoyé. Là, j'ai écrit à la main les solutions. C'est les solutions type, hein. On peut écrire autrement les requêtes, etc. Par exemple, dans la question 1, on vous demande de créer la table appartement avec les contraintes d'intégrité statique, intra-relation, interrelation et intervalle. À supposer que les autres tables existent déjà. Alors ici, comme d'habitude, j'oublie toujours de mettre les étoiles pour les clés primaires, les clés étrangères, le soulignement de la clé primaire. Normalement, c'est trivial, on a dépassé ce stade. Pour gardien, alors je vais expliquer quand même le schéma. Le schéma ici, c'est la gestion de résidence. Donc, en supposant qu'il y a plusieurs sites, et chaque site, il y a des immeubles. Dans un immeuble, il y a des appartements occupés par des personnes. Et chaque immeuble, il est géré par un gardien. Donc là, vous pouvez voir que la clé de l'immeuble, c'est une adresse. Donc la clé ici, adresse, c'est une clé étrangère. La clé primaire ici, c'est numG. Donc on peut mettre numG ou non, si le nom il est unique et not nul. Donc on a deux clés candidates. Bref, ce qui nous intéresse, c'est surtout la table appartement. Je l'ai choisi parce qu'il y a la clé primaire qui est composée, il y a deux clés étrangères, et il y a plusieurs contraintes intéressantes à ajouter. Par exemple, le type de l'appartement, F1, F2, studio, duplex, etc. La superficie, on peut ajouter une contrainte d'intervalle. Par exemple, si c'est un F1, la superficie ne peut pas dépasser, je sais pas, 50 mètres carrés. Donc là, je vous ai laissé carte blanche, encore une fois, pour les contraintes d'intégrité. Je vous ai laissé le choix. Alors, voici ce que j'ai proposé. Alors, create table appartement, adresse varchar, num appart c'est integer, num nom de l'occupant varchar encore une fois, le type pareil, superficie, etc. Donc, constraint primary key, c'est la composition de adresse et numéro d'appartement. Les foreign keys, donc on a deux. Les checks également, donc il y a le check sur le type. Il est de type, ça c'est pas intervalle, ça c'est une liste de valeurs. La superficie c'est un intervalle effectivement. Donc je vous ai demandé interrelation, intra-relation et intervalle. Donc voilà, avec les clés primaires, tout ça, on aura répondu à la question 1. Alors le nombre d'appartements occupés par des médecins en 2020. Donc, le nombre d'appartements. Voilà. Alors, moi j'ai proposé ceci. Vous pouvez avoir d'autres requêtes. Alors, le nombre d'appartements. Donc, je considère l'adresse, le numéro d'appartement et le nombre qui est demandé. Je fais une restriction sur l'année. Occupé en 2020. Donc, occupé en 2020. Donc, je suppose que la date je dois mettre un intervalle entre la date d'arrivée et la date départ. C'est-à-dire qu'il est arrivé avant 2020 et qu'il soit parti après 2020. La profession, c'est médecin. La clé de jointure entre l'appartement et personne, c'est l'adresse. Voilà. Donc, vous pouvez trouver autre chose. Puisqu'on veut faire le count, on va regrouper par adresse et numéro d'appartement. Tout ce qui vient avant l'agrégat, on doit l'ajouter dans le groupe BAD.
Voilà. Pour la question 3, créer et utiliser une vue pour avoir les immeubles contenant le maximum de locataires. Ça ressemble à ce qu'on a fait en TP. Et est-ce que cette vue est mettable à jour? Normalement, vous saurez répondre. Alors, là, je crois avoir donné une seule proposition. Oui. Alors, create or replace view V1. Select adresse count étoile, donc je suis obligé de renommer adresse et le count étoile devient N. From person, on regroupe par adresse. Donc là, je réponds par étapes. Je crée une vue, peu importe ce qu'elle fait. Après, je dois l'utiliser pour avoir quoi? Les immeubles ayant le max de locataires. Voilà. Donc du moment que j'ai mis le nombre de locataires par immeuble, je peux avoir le max à partir de V1, tout simplement. L'adresse, elle retourne l'immeuble, c'est la clé de l'immeuble. Et max n, qui est déjà précalculé dans V1. La vue n'est pas mettable à jour, évidemment, parce qu'il y a non seulement l'agrégat, mais aussi le groupe by. Voilà. Voilà, on vous dit dans la question 4, suite à la série d'insertions suivantes, et dans l'ordre, donc on va respecter l'ordre, dans la table gardien. Donc on a recruté des gardiens, la table était vide, donc elle était vide au départ, on a inséré A1, Mohamed Ali, A2, etc. jusqu'à B11. On va respecter l'ordre. La question 4A, on vous demande de décrire l'évolution de l'index numG. Quand je vous dis l'évolution de l'index numG, ça veut dire que la clé primaire, on a construit un index là-dessus. S'il s'agit du SGBD Oracle, forcément, l'index primaire, il devient arbre B. Type arbre B plus d'ordre 3. Là, on vous donne l'ordre 3. Et le maximum pour les feuilles, parce que parfois, on ne vous précise pas le maximum pour les feuilles. Dans ce cas, vous prenez l'ordre D. Si on vous le précise, ça peut être différent. Donc, je peux avoir l'ordre D égale à 5 et le max pour les feuilles égale à 8. Mais là, en l'occurrence, on a choisi le même nombre. Alors, les insertions. Donc, je suppose qu'on a fait assez d'exemples pour les insertions. Là, la particularité de cet exercice ici, c'est que on a l'habitude de travailler avec 1, 2, 3, etc. que des chiffres. C'est facile à insérer. La dichotomie, elle est assez facile à faire. Mais là, c'est l'ordre lexicographique. Donc, c'est des chaînes de caractères. Donc, A1, A2, A3, etc. Il y a le B qui vient par la suite. Les insertions, donc le D égale à 3. On commence par l'ensemble vide. On insère les 3 premiers sans problème. Le B4 arrive, on va éclater. Le B4, il arrive juste après le A3. On va éclater. Ici, la racine, c'est A3. Le B5 doit s'insérer juste en dessous, sans problème. Le B6, il viendra juste après le B5. Comme il y a un débordement, je vais y arriver. Le D égale à 3. Donc, on va éclater A3, B4 toute seule et B5, B6 toute seule. Donc, voici le nouvel arbre. Le nouvel arbre, donc il y avait ici une racine qui chapeautait ces deux-là. Et comme il y avait une nouvelle feuille, et il y avait de la place dans la racine, on a ajouté le B5. La même chose pour A7, etc. Et l'arbre final, il est là. Donc A7, je vais le faire. Bon, le A7, il vient après le A3 et avant le B4. Il y a de la place, sans problème. Le A8, il vient là, avant le B4. On est obligé d'éclater. Alors, quand on éclate ici, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura le A3, A7 seul et le A8, B4 seul. Voilà. A3, A7, A8, B4. Voilà. Pardon. Le A8, B4 seul. Et
l'éclatement, qu'est-ce qui va engendrer? Une nouvelle clé qui va monter pour la racine. Et la racine va déborder, donc on va avoir une nouvelle racine. Donc le A3, B5 vont être éclatés et la valeur du milieu remonte. Donc le A3 va chapeauter la partie gauche, le B5 pour la partie droite. Le A9 s'insère sans problème après le A8. Là, j'ai sauté une étape. Normalement, là, vous saurez faire. Et enfin, B12, B11. Le B12. Alors, B12, c'est juste après B8-10. On va éclater à ce niveau-là. On va avoir une troisième feuille pour B5. Une troisième feuille pour B5. Donc, on est obligé d'ajouter une racine ici. Pardon, une clé ici. Alors, B5, B6, chapeauté par ceci. Et le B10, début d'intervalle, c'est B10. Le 11, il s'insère sans problème entre le 10 et le 12. Ça, c'est l'arbre final après insertion. Pour la suppression maintenant, on vous demande de supprimer A2 et A7. A2, il est là. Voilà. Le A2, c'est intéressant de le supprimer. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on va supprimer A2, il y aura A1 tout seul. C'est inférieur au D sur 2, arrondi au supérieur. Donc, normalement, on ne doit pas avoir moins de 2 éléments par feuille. Alors ici, le A1 ne doit pas rester seul. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on va regarder sa sœur de gauche. La priorité, elle est à gauche. Est-ce qu'il a une sœur de gauche? Il n'a pas de sœur à gauche. Et je dis bien encore une fois, une sœur et non pas une cousine. Par exemple ici, la feuille ici, sa sœur de gauche, elle n'a pas de sœur à gauche. Celle-ci, c'est pas sa sœur. Ça, c'est sa sœur. Ils n'ont pas le même parent, regardez. Donc la sœur de gauche, ici, il n'y a pas une sœur de gauche. Pareil ici, A1, A2 n'ont pas de sœur à gauche, donc on va regarder la sœur à droite. La priorité, elle est à gauche. Quand il n'y a rien à gauche, on va regarder à droite. Donc A1, elle a une sœur à droite, on va répartir. Donc on va regrouper les données et on va les répartir à nouveau. Donc A1, A3, A7, quand on les regroupe, il n'y a pas de débordement, donc on va les mettre dans une seule feuille. Par contre, quand on les met dans une seule feuille, alors il faudra revoir la clé en haut, il faudra mettre à jour la clé. Alors quand on va avoir A1, A3, A7, comme ceci, la clé A3 n'a pas lieu d'être. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc il nous restera A1, A3, A7, A8, A9, A4, B4 et le reste. Donc pour toutes ces feuilles-là, comment on va les chapeauter? Donc A1 et celle-ci vont avoir la clé A8. Donc normalement pour les 4 feuilles, forcément on va avoir 3 clés. A8, B5 et B10. Elles ne peuvent pas être dans un seul nœud. Donc on est obligé de l'éclater. Donc il y aura A8 à gauche, le reste à droite et la valeur du milieu va remonter. D'accord? Alors si jamais il restait par exemple A8 ici et par exemple il restait par exemple 4 clés. Normalement je vous ai envoyé un cas où il y a quand on éclate au milieu, il y a une valeur paire. Par exemple ici, il y a A8, A9, B5, B10. Comment on va l'éclater sur 2? Comment on va les répartir? A8, dans un autre cas, un autre dé. A8, A9, B5, B10. Comment on va l'éclater? Donc tout simplement, la priorité est toujours à gauche. Donc la gauche, elle va avoir le plus de valeurs. Donc on va mettre 2 valeurs à gauche, une valeur à droite. Et ce qui reste au milieu remonte. Donc il y aura A8, A9. Ce qui est au milieu, le B5 remonte. Et le B10 reste à gauche. Ici, ce n'est pas notre cas. Le D il est égal à 3. On a une clé à gauche, une clé à droite. Et celle du milieu, elle va remonter tout simplement. Donc ça, c'est pour la suppression de A2. Alors, souvenez-vous, donc, quand on a une insertion, on fait la fusion et on met à jour les clés. Quand on a une suppression, on fait l'éclatement et on regarde la sœur de gauche. La priorité, elle est à gauche.
D'accord? Alors, le B7, normalement, il s'enlève sans problème. Le B7, il était là. Il est là. Il s'enlève sans problème. Le B7, il n'y a aucun souci. Voici l'arbre final après suppression. Donc, après les recrutements, voilà ce qui se passe. Donc, quand on va supprimer des valeurs, alors, on procède au licenciement de 2 gardiens, A2 et A7. Voilà l'évolution de l'arbre. Voilà. La question 5, je vous ai donné un code PLSQL et je vous ai demandé de décrire, de dire déjà ce qu'il fait et de décrire brièvement chaque ligne. Alors, ce code, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, on a déjà vu ce genre de trigger. Alors, je vais zoomer ici. Alors, c'est un trigger qui vérifie que le numéro d'étage est valide. Le numéro d'étage est valide quand il est... Donc, il le compare par rapport au nombre d'étages de l'immeuble. Donc, create trigger T1 before insert or update on appartement. Pour chaque ligne, on déclare N et NB. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va stocker l'étage de l'appartement dans N, l'appartement qui vient d'être mis à jour ou inséré. On stocke également le nombre d'étages de l'immeuble et on va comparer les deux. Est-ce que le nombre maximal d'étages, c'est-à-dire si c'est un immeuble qui contient 10 étages, on ne peut pas insérer un appartement à l'étage 12, tout simplement. Et là, il fait Raise Application Error, c'est-à-dire il stoppe l'insertion. C'est pas qu'il affiche simplement un message d'erreur. Voilà. La description, ça, je vais passer. Normalement, vous savez tout ça. Alors, création de la table. Oui, alors la partie 6. La partie 6, je vous demande de décrire très brièvement les répercussions des opérations précédentes de 1 à 5 sur les catalogues système. Alors, la question classique qu'on a l'habitude de traiter. Donc, il faut dire pour chaque opération, pour chaque question, la question 1, la 1 c'était la création de table, la 2 c'était un select, la 3 c'était la vue, l'insertion et le trigger, la création du trigger. Donc après création de table, qu'est-ce qui se passe dans le système? Donc il y a le catalogue relation, on ajoute la nouvelle ligne qui représente la table immeuble normalement. Appartement, je crois, oui, appartement. Il y a la cardinalité de la table attribut qui sera incrémentée, qui sera plus 6, qui aura plus 6 parce qu'il y a 6 attributs dans la table appartement. Et la cardinalité de contrainte également va augmenter de 3 parce qu'on a le check, on a l'ensemble des contraintes qu'on a insérées. Pour le catalogue attributs, on a 6 lignes supplémentaires qui correspondent à ce qu'on a créé ici. Et les contraintes, pareil. Le select, comme d'habitude, il n'y a aucun effet. Le select, il interroge, il ne modifie pas le système. Vue, la création de la vue, donc dans le catalogue relation, on a ajouté une table de type V, c'est-à-dire virtuelle. Donc une ligne. La cardinalité de la table vue va être mise à jour et la cardinalité de la table attribut va être mise à jour. Donc effectivement, la table vue et attribut seront mises à jour avec le nombre d'attributs correspondants et la ligne ajoutée. Dans l'insertion, alors la cardinalité du gardien plus 12 et moins 3, moins 2, ça c'est la question relative aux index. Donc quand on a recruté les gardiens, on a ajouté 12 lignes, donc c'est la cardinalité qui est touchée. Et on a enlevé 2 après suppression. Le trigger, c'est le catalogue relation et le catalogue trigger. Voilà. Alors, l'exercice 2,
on a 4 transactions T1 jusqu'à T4 et l'ordonnancement O1. C'est un ordonnancement parallèle, donc il y a un chevauchement entre les transactions. On vous demande de vérifier la sérialisabilité de O1 et de justifier. Donc la sérialisabilité, je vous ai montré les différentes techniques de comment démontrer la sérialisabilité, donc soit par permutation, soit par l'ordre de lecture-écriture, ou encore par le graphe de précédence. Ici, en l'occurrence, on a utilisé le graphe de précédence. Alors, pour vous expliquer très rapidement comment on l'a fait, je vous laisse refaire l'opération par vous-même. Alors, pour construire le graphe de précédence, on va chercher les différents granules. Donc, on a le granule A, B et C. Donc, on va chercher là où il y a des conflits. Les conflits se passent sur des granules. Le granule A, le granule B, le granule C. Donc, on va regarder chaque transaction, pour chaque granule, quels sont les conflits dans O1. Alors, pour A, alors on a trouvé ce conflit-là. Il y a une lecture sur A par la transaction 1, suivie plus tard, plus loin dans l'ordonnancement, par W3 de A. Donc les deux sont sur A, lecture, écriture. Pareil, on a trouvé également R3 sur A et W1 sur A. Donc à chaque fois vous prenez une opération, vous parcourez tout l'ordonnancement O1 à la recherche d'un W ou une opération qui soit en conflit. Pour qu'elle soit en conflit, donc soit j'ai une lecture, je cherche une écriture, ou j'ai une écriture, je cherche lecture ou écriture, les deux. Sur le même granule, bien sûr. Et là, je vais les lister. Et ces conflits-là vont construire des arcs dans mon graphe de précédence. Les sommets, c'est les transactions. Et ça, c'est les différents arcs. Il y a des arcs qui se répètent, on ne va pas les écrire deux fois. Donc, voilà, donc pour chercher les conflits, par exemple, je commence par A. Les conflits sur A. Alors, je commence par Rn de A. Je vais chercher des W sur A. Un W sur A, il est là. Non, il n'est pas là parce que ça, c'est la même transaction. Regardez, on ne peut pas être en conflit avec la même transaction. Alors, je vais chercher un autre sur A. Il est là. C'est W3 sur A. Donc, celui-ci, il est en conflit avec celui-là. C'est le premier arc. Ensuite, R1 de A, est-ce qu'il a d'autres conflits? Non. On passe à la suite. C'est le A, il est là. Alors, le prochain qui a un conflit, c'est celui-là. Alors, R3 de A avec W1 de A. Ainsi de suite. Donc, on va construire les différents arcs. R3 de A avec R2 de A, non. C'est une lecture. Avec lecture, sans problème. Avec R3 de A, oui. Non. Non. C'est la même transaction. R3 avec W3, non. Voilà, donc on a terminé avec celui-là. W1 de A avec R2 de A. Voilà. W1 de A avec R2 de A. Et W1 de A avec W3 de A. Voilà. Donc ensuite, R2 de A avec W3 de A. Et c'est tout. On a terminé avec le A, on passe au B. Donc le B, R4 de B avec R3 de... non. Avec W4 de B. Non, c'est la même transaction, pardon. R3, non, parce que c'est une lecture. Donc je cherche B. Je cherche un W sur B, voilà. Avec W2 de B. Donc vous allez faire la même chose pour B. Pour C, je vous rassure, il n'y a rien. Il n'y a pas de conflit sur C. Le C, normalement, c'est... le C, il est là, W1 de C. Normalement, il n'y a que T1 qui travaille sur le C, regardez. Oui, il n'y a que T1 qui travaille sur le C, donc il n'y a aucun conflit. Donc pas la peine de chercher. C, il est touché uniquement par T1. Il n'y aura pas de conflit. Donc, les conflits qui existent, c'est le A, c'est sur le A et sur le B.
On va dessiner notre graphe et on va voir s'il y a des cycles. Là, il y a beaucoup de cycles. Il suffit d'avoir un cycle pour dire qu'il n'est pas sérialisable. C'est-à-dire qu'on peut facilement tomber dans des conflits et il y aura des lectures impropres parce qu'il y a justement beaucoup de conflits de lecture-écriture sur les granules A et B. La question suivante, on vous demande de dérouler le V de P sur O1. Donc on a dit qu'il n'est pas sérialisable. Appliquons le V de P et regardons est-ce qu'il génère un interblocage ou non. Alors encore une fois, on applique le V de P avec le nouveau protocole. C'est-à-dire, quand il y a lecture suivie d'une écriture, on fait un X. Quand il y a lecture qui n'est pas suivie par écriture, on pose un S. Quand il y a écriture, on pose un X directement. Voilà. Alors ici Rn de A, c'est un X pour 1 sur A. C'est pas très clair, mais normalement vous saurez le faire. Voici la solution. Donc on pose des X parce qu'il y a des W1 sur A quelque part. Voilà, il est là. La même chose, il y a un W1 sur C quelque part. Il est là. C'est pour ça qu'on a posé des X. Le R3 demande le A. R3 demande A alors qu'il y a un X sur A. Donc on le met en attente. Donc toute la transaction T3 se met en attente. C'est-à-dire qu'on va dérouler et à chaque fois qu'on tombe sur T3, on passe. On n'exécute pas. Donc la T3 c'est la première à être mise en attente. Elle est à la demande de A. Elle attend T1. Voilà. Donc W4 de B, c'est une écriture, c'est la dernière écriture. On va libérer quoi? On va libérer le 4. Qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le B. On va libérer le B. Le B, c'est pas ce qu'elle demande T3, donc on va enchaîner. Elle est toujours en attente. W1 de A, il écrit, mais c'est pas la fin. On continue. R1 de B, il pose un X sur B parce qu'il était libéré. Là, il le reprend. R2 de A demande un X sur A. Le A, il est toujours pas libre. Elle se met en attente de A. Regardez. Maintenant, T3 et T2, toutes les deux attendent A. On va voir qui va le reprendre en premier. Donc, tout ça en attente, en attente, en attente. La T3, pareil, en attente, en attente. Tout le monde attend B et A. Tout le monde attend, oui. Tout le monde attend A. La écriture sur B. Et enfin, la dernière opération pour T1, c'est l'écriture sur C et déverrouillage. Elle va déverrouiller tout ce qu'elle a pris, le C et le B et le A. Quand elle va libérer le A, le premier qui s'est mis en attente, c'est la T3. Elle s'est mise en attente de A. Donc c'est elle qui va le reprendre et non pas T2. Elle va le reprendre, on va enchaîner, ça c'est déjà fait. Donc on va faire ceci, ça c'est déjà fait, c'est déjà fait. Donc elle va continuer jusqu'à libérer, jusqu'à la fin, la dernière opération de T3. Elle va libérer le B et on va revenir à T2 qui attend toujours A. Elle va avoir son A. Ici on lui a donné un S, regardez. Et non pas un X. Pourquoi un S? Parce qu'il n'y a pas de W2 de A. Il n'y a pas de W2 de A, effectivement. Donc on lui donne un S, attention, et non pas un X. Pareil ici, on lui donne un X parce qu'il y a un W2 de B. Et la fin, un lock. Voilà. Ici, on aura déroulé le V de P avec le nouveau protocole. On constate qu'il y a eu des mises en attente, mais il n'y a pas eu d'interblocage. On a pu terminer les 3 transactions sans problème. Les 4 transactions sans problème. Donc, conclusion, il n'y a pas d'interblocage. La dernière question, c'est de faire l'estampillage à 2 estampilles. Alors là, je reviens aux questions que j'ai reçues de la part des étudiants. Donc, on me demande comment mettre l'estampille de T. Parce que ce que j'ai publié, il y avait des exercices pour les masters où on dit que la transaction
elle prend l'estampille selon l'ordre de son arrivée. Alors que pour les L3, souvent dans les exercices, on trouve que... pardon, c'est l'inverse. Pour les L3, d'habitude, on fait l'estampille de TI est égale à son ordre d'arrivée. Alors que pour les masters, plusieurs utilisent l'estampille de TI égale à I. Alors, pour ne pas entrer en conflit, surtout pour les gens qui passent le concours de doctorat, ce que j'ai constaté, c'est que dans ce concours, on utilise la méthode où l'estampille de TI égale à I. Donc moi, j'utilise les deux méthodes. Donc si on ne vous précise pas, utilisez T de I, l'estampille de TI égale à I. Mais si on vous précise, utilisez ceci, utilisez l'ordre d'arrivée. Par exemple ici, la première transaction qui s'est lancée, c'est la T1. Donc on va mettre 1 pour T1. Partout où il y a T1, on va mettre 1. La deuxième qui arrive, c'est T4. Donc on va mettre 2 pour T4. 2, etc. La troisième qui arrive, c'est T3. Elle est là. Voilà, donc son estampille égale 3, etc. Donc ça, c'est pour enlever cette ambiguïté. Donc ce qu'il faut retenir, pour l'estampillage, on peut avoir l'estampille de TI égale à I, ou encore l'estampille de TI égale à son ordre d'arrivée. Donc, pourquoi déjà il y a cette ambiguïté? Parce qu'il y en a qui considèrent que le nom, on l'appelle TI parce que l'ordonnanceur lui a donné ce nom par rapport à son ordre d'arrivée. Donc, elle s'appelle T5 parce qu'elle est arrivée 5e, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a ces deux méthodes-là. Mais voilà. Donc, je vous ai expliqué, dans l'ancienne vidéo, il y avait l'autre méthode. Et là, il y a l'ordre d'arrivée. L'estampille de TI égale à son ordre d'arrivée. Voilà. Bon, l'algorithme, il est clair. Il y a pour chaque granule l'estampille de lecture, l'estampille d'écriture. Donc, il y a A, B et C. Donc, il y aura estampille de lecture de A, estampille d'écriture de A. Pour B, pareil. Pour C, pareil. Au démarrage, tout est égal à 0. On fait une lecture sur A. Donc, on met 1 pour A. On met le 1 parce que l'estampille est égale à 1. On met l'estampille ici. Alors, la même chose. On fait une lecture sur C, on met un 1 pour l'estampille de lecture. On fait une lecture ici, on met un 2 parce que l'estampille est égale à 2. On met l'estampille ici. La même chose, on va dérouler les R, etc. Il n'y a pas de souci. Les problèmes commencent quand on commence les W. Alors, W, on va vérifier. Quand on fait l'écriture, on vérifie la lecture et écriture, la dernière lecture et écriture. Donc, c'est un W sur B, regardez. Donc, on est là, sur ces deux colonnes-là. Qu'est-ce qu'on va vérifier? W4 de B, on est là. On va vérifier la ligne juste en dessous. Donc, il y a le 2 et 0. Est-ce que le 2 est inférieur ou égal à 2 et le 2 est inférieur ou égal à 0? Oui, pour les deux cas. Alors oui, on fait une mise à jour pour l'écriture. On ajoute le 2. La même chose pour le R3 de B. Donc ici, on fait une vérification. Est-ce que le dernier qui a écrit... Alors, quand on fait une lecture, on regarde le dernier qui a écrit. Hein. Alors, est-ce que le 3 est supérieur ou égal au dernier qui a écrit? Oui. Alors, on met le 3. On met à jour le 3. Mais là, on compare avec l'écriture, mais on met à jour la lecture. Hein, parce que c'est une lecture. On regarde le dernier qui a écrit. Est-ce qu'on est supérieur, c'est-à-dire on est plus récent, on est plus jeune que le dernier qui a écrit? Si c'est le cas, on va mettre à jour la lecture. Le W1 de A. Alors, elle veut écrire sur A. Elle va vérifier la lecture et écriture sur A. Les dernières valeurs. Alors, est-ce qu'elle est supérieure ou égale à la première et supérieure ou égale à la deuxième? Non. Alors, il y a un rejet pour T1. Supérieure ou égale, ça veut dire elle est plus jeune. Est-ce que c'est la plus jeune qui a écrit? Non. Elle ne détient pas la valeur, donc elle va être rejetée. Elle va être relancée à la fin du système. Donc, la même chose. Donc, tout ce qui appartient à T1 va être tué et relancé par la suite. Donc, ça, on saute.
R2 de A. Est-ce que le 4 est supérieur ou égal à 0? Oui. Donc on met le 4. Tout ça, ça reste, ça change pas. R2 de B. Le R2 de B, le 4 supérieur à 2, oui, on met à jour le 4. Ensuite, W2 de B, on est là. On compare les deux valeurs et non pas seulement l'écriture. Quand on est dans la lecture, on compare l'écriture, on met à jour la lecture. Quand on est dans l'écriture, on compare les deux. Alors 4 supérieur ou égal à 4, oui. 4 supérieur ou égal à 2, oui. On met à jour l'écriture. Maintenant, W3 de A, je veux faire une écriture ici. Est-ce que le 3 est supérieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 0? Non. On va rejeter T3 également. Regardez, là on a rejeté T1, ensuite T3. Donc tout ce qui appartient à T3 va être annulé. Les opérations restantes, c'est T1, c'est pareil, c'est pas mis en attente, c'est annulé. C'est la fin de notre ordonnancement. Quand on arrive à la fin, on va relancer ce qui a été tué. Dans quel ordre? On va relancer la première qui a été tuée, de manière séquentielle, ensuite la deuxième. Donc on va commencer par relancer T1, toute la transaction T1, ensuite toute la transaction T3. Avec quelle estampille? Donc on va lui donner l'estampille qui vient juste après la plus grande valeur avant. Donc la quatrième, donc on s'est arrêté dans l'ordre 4. Donc T1 va être relancé avec l'estampille 5. Donc elle sera cinquième du système. Et T3 sera sixième du système. On va relancer de la même manière. On ne va pas réinitialiser ici à 0. On va reprendre les mêmes valeurs. Regardez les 4, 4, 1. Et on va relancer les transactions. Voilà. Alors n'oubliez pas de relancer ce qui a été tué. Dans l'ordre bien sûr. Et voilà tout. Alors, c'est la dernière question. Bon, je vous laisse faire ce QCM, c'est cadeau, vous pouvez le faire. Si vous trouvez des difficultés, vous m'envoyez un email. Voilà. Bon courage pour l'examen et je reste toujours disponible pour vos questions.